Merci, cher ami, pour ces mots très aimables. Je vais essayer d'être bref. Les circonstances ne permettant pas, évidemment, de développer outre mesure des idées qui mériteraient de l'être, si toutefois elles devaient être développées de façon pertinente. J'ai entendu avec beaucoup de plaisir l'intervention précédente de M. Falcon et apprécier l'approche qui a été l'approche française au cours de ces dernières années, consistant à identifier les problèmes, à disons, déceler les pratiques et identifier les pratiques et les besoins, et à partir de là, tracer une ligne de conduite qui est certainement une ligne de longue haleine. C'est un travail qui est un travail continu. Alors, je voudrais saisir l'occasion pour remercier très vivement les organisateurs, le Centre national de documentation, pour l'aimables invitations adressées à l'association marocaine d'intelligence économique que je représente ici, et également procéder peut-être à l'expression de quelques idées à travers une petite règle de 3. Alors, je vais faire 3 constats, 3 principes et 3 actions. 3 constats. Le premier, c'est un constat que chacun fait, chacun d'entre nous fait, dont on ne prend peut-être pas toujours la mesure exacte, même si on le déclare, même si on le dit. C'est la férocité de la compétition économique à l'échelle mondiale, et qui va s'accentuer, parce que les frontières sont de plus en plus ouvertes, en dépit de toutes les contraintes, en dépit de toutes les difficultés qu'il y a, par exemple, à obtenir sur le plan des négociations commerciales internationales, la libéralisation de certaines activités, complète de certaines activités. Regardez ce qui se passe à Doha, dans le cycle de Doha, sur la libéralisation des services, par exemple. Mais je crois que dans les années qui viennent, nous allons assister à une compétition de plus en plus grande, dans laquelle beaucoup de choses seront bousculées, beaucoup d'intérêts, beaucoup de métiers vont changer, beaucoup d'activités vont revoir une redéfinition de leur périmètre. Ce premier constat oblige certainement à la fois les États, les entreprises et les individus à s'ajuster de façon adéquate. Il ne s'agit pas simplement d'actions qui doivent être menées pour faire face à la concurrence et à la compétition par les entreprises particulières de tel ou tel secteur. C'est véritablement une approche qui est une approche, je dirais, globale, dans laquelle aussi bien les institutions publiques que l'État a besoin du politique. En la matière, il y a des politiques évidemment qui sont déclinées, mais ici il s'agit de la politique consistant à imaginer les systèmes, les méthodes, les procédés par lesquels la compétitivité de l'économie nationale de façon générale, la compétitivité des entreprises et la compétitivité des individus, j'insiste beaucoup là-dessus, la compétitivité des individus à l'échelle mondiale est accompagnée par des politiques opportunes. Il est utile de vous rappeler qu'aujourd'hui, effectivement, pour reprendre le titre d'un livre célèbre, d'un best-seller, le monde est plat. Et que cette idée de compétition entre les individus qui figure très nettement là-dedans est venue sous la bouche d'un Indien de Bangalore qui a dit à cet auteur, Thomas Friedman, que de plus en plus, la compétition, son territoire, c'est le monde. Je me plais à le répéter assez souvent parce que je suis convaincu de cela depuis fort longtemps à mes étudiants dans les différents établissements où j'enseigne, où j'enchaîne aussi un petit peu, puisqu'on me demande d'intervenir ici et là. Deuxième constat, c'est l'impératif de l'innovation. Dans le contexte actuel, dans le cadre de cette compétition, l'innovation est évidemment l'innovation à la fois en termes de technique, de technologie, et en termes d'organisation, en termes de services, à tout point de vue. L'innovation est aujourd'hui ce qui fait véritablement la valeur et la compétitivité. C'est cela qui donne de la compétitivité. Dans un contexte dans lequel les technologies sont en train d'évoluer extrêmement rapidement vers des choses assez incroyables, il suffit de retourner n'importe quel journal aujourd'hui pour voir qu'il y a par exemple des recherches qui sont en train d'avancer difficilement, mais sur ce qu'on appelle par exemple les métamétaux et la recherche de l'invisible. C'était il y a quelques jours dans le journal Le Monde en première page, et je trouve cela assez fascinant
ces choses qui se passent sur le front de la technologie. Or, c'est là que ça va se jouer pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de pays. La compétitivité, soit pour la commercialisation de leurs produits et de leurs services traditionnels, soit pour inventer et imaginer des services et des produits qui sont des produits et des services nouveaux correspondant à l'état de l'art. Le troisième constat, c'est celui concernant le talent. Alors, la recherche est mondiale aujourd'hui des talents. Les gens que nous formons ici sont tout à fait susceptibles à n'importe quel moment de se retrouver en Chine, de se retrouver en Amérique, en France ou ailleurs. Parce que aujourd'hui, la compétition pour la recherche de talent est mondiale. Prendre conscience de cela signifie qu'il faut continuer d'abord à former, bien évidemment, même si ce n'est pas pour des gens qui vont rester ici, mais il s'agit de penser au moyen de faire en sorte que les talents qui s'expatrient soient mobilisés dans le cadre de réseaux qui puissent être ensuite recyclés en quelque sorte ou réutilisés ici au plus grand profit du pays. De la même façon, les talents qui sont ici doivent évidemment être formés pour imaginer et comprendre que leur territoire c'est le monde et que par conséquent ils peuvent à partir d'ici chercher de nouveaux marchés, créer de nouveaux produits avec lesquels ils vont investir d'autres marchés. Voilà les trois constats sur lesquels je base l'énoncé de trois, je dirais, principes tout à fait simples. Le premier qui correspond très exactement à ce que nous faisons ici en matière, quand on parle d'intelligence économique, c'est l'état de veille permanente. Bon, il y a toutes sortes de veilles, la veille stratégique, veille concurrentielle, veille juridique, toutes les sortes de veilles technologiques, etc. Je voudrais proposer le concept de veille permanente qui serait une espèce de paradigme de l'état d'esprit dans lequel nous devons tous être pour pouvoir véritablement aller de l'avant. Veille au niveau de l'État, veille au niveau des organisations, qu'elles soient étatiques ou publiques ou privées, mais encore une fois, veille au niveau des individus. Ce qui me frappe le plus, en tout cas en discutant avec des jeunes dans différentes écoles, c'est précisément que cet état de veille en tant qu'état d'esprit n'est pas quelque chose de naturel ni qui est présent tout à fait. Il y a beaucoup de curiosité évidemment, mais cela vient de loin, il faut former les jeunes, et cela vient de très loin, il faut les former à développer l'esprit de curiosité qui fait qu'ils vont aller chercher, qu'ils vont aller regarder et qu'ils vont utiliser peu à peu les outils qui sont disponibles, ils vont assez volontiers sur Internet bien évidemment, mais utiliser les outils qui sont disponibles pour précisément la recherche de l'information et ensuite vient tout le travail qui consiste à l'analyser et puis à l'utiliser. Mais l'état d'esprit de veille permanente est, me semble-t-il, un état d'esprit pour lequel il nous faut trouver le moyen de le développer chez nos décideurs, chez nos cadres et chez nos jeunes en particulier, nos jeunes étudiants, pour qu'ensuite ils puissent, futurs cadres, être dans cette logique. Le deuxième principe, c'est, je dirais, ce que j'appellerais le levier ou le principe du levier, l'effet de levier. Il s'agit un petit peu de faire en sorte que les zones ou les niches que nous avons et qui sont des niches dans lesquelles nous avons démontré une certaine capacité à utiliser des opportunités, à traiter l'information et à l'utiliser, nous devons nous en servir pour développer et étendre un petit peu l'ensemble de la démarche à d'autres secteurs, à d'autres activités. Ce qui suppose, c'est le troisième principe, une culture du partage et de l'échange de l'information. Il ne faut pas que chacun soit en train de travailler dans son coin en essayant de mettre en place ces recettes culinaires ou ces activités particulières. Il faut qu'il le fasse bien évidemment pour ses propres besoins, mais en même temps qu'il y ait une culture de la fertilisation croisée et du partage. Vous voyez peut-être là aboutir à mon troisième point, à ma troisième règle, qui est les trois actions que je vois et dans lesquelles s'inscrit l'Association marocaine d'intelligence économique. C'est une association dont précisément la vocation est de favoriser et de faciliter le partage entre tous ceux qui s'intéressent à l'intelligence économique, c'est-à-dire, pour ce qui me concerne, à la fois entre les organismes étatiques qui s'en préoccupent, les entreprises privées et les individus, c'est-à-dire énormément de monde qui sont sur ces choses-là. Ensuite se posent des problèmes évidemment pour trier et faire en sorte que l'association ne soit pas inutilement, je dirais, envahie ou voire détournée de ses objectifs. Pour ce qui est de des trois actions que nous envisageons au sein de l'Association marocaine d'intelligence économique, je dirais qu'il y a des actions qui sont liées à favoriser à la facilitation des actions de formation en matière d'intelligence économique. On sait que, à travers les expériences que nous pouvons
dont nous avons connaissance en France, en Italie, en Espagne, dans d'autres pays. Ce n'est pas simple, il y a de tout, il y a du bon et du mauvais, il y a des choses assez générales qui sont utiles pour la culture générale, mais qui ne sont pas assez pointues pour permettre véritablement l'utilisation adéquate des outils qui sont disponibles. Donc il faut que notre association vise un petit peu à favoriser la réflexion là-dessus et à accompagner évidemment un certain nombre d'établissements comme l'École des sciences d'information, l'Université de la Lorraine ou l'ISCAO ou d'autres établissements encore, à joindre des efforts pour essayer de développer des cursus de formation qui soient des cursus adaptés. Deuxième type d'action, c'est de favoriser le débat. L'association vise à favoriser le débat autour de l'intelligence économique et pour permettre la généralisation de l'information utile. Nous avons organisé, pour certains d'entre vous qui ont pu y assister, ils ont vu que ça, ils ont certainement constaté que c'était un grand colloque international de tenue, je dirais, très satisfaisante sur l'intelligence territoriale, où nous avons débattu de l'utilisation des outils d'intelligence économique, des méthodologies d'intelligence économique au niveau des territoires, pour des raisons tout à fait, je dirais, normales et actuelles, qui concernent la régionalisation du Maroc et qui visent à faire de certaines régions, notamment des régions sahariennes, mais ensuite de toutes les régions, je dirais, des lieux où l'intelligence économique se déploierait de façon optimale pour augmenter la compétitivité du territoire et pour l'attractivité de ces territoires-là. Nous projetons, c'était dans le cadre de ce que nous appelons les annuels de l'Association marocaine d'intelligence économique. L'année prochaine, les annuels de l'année prochaine porteront sur les pratiques d'intelligence économique dans le bassin méditerranéen. Nous visons en effet à faire en sorte que des échanges d'expériences au niveau du bassin méditerranéen aient lieu et très certainement la prochaine activité qui sera une grande activité. Nous n'avons pas encore défini le lieu ni les modalités pratiques, mais nous sommes en train de travailler là-dessus et très prochainement nous porterons à la connaissance des gens intéressés et du public les conditions et les modalités de cette manifestation qui, je l'espère, sera le point de départ de quelque chose. Je n'ai pas la possibilité ni le temps pour le moment de m'en expliquer davantage, mais je le ferai en un autre lieu, enfin au moment et à l'endroit, disons, approprié. Dernier type d'action, c'est tout ce qui est lié à la professionnalisation de l'activité d'intelligence économique. Je crois que les problèmes qui ont été vécus en France sont des problèmes que nous allons rencontrer ici, que nous commençons déjà à rencontrer. Il ne faut pas que les métiers de l'intelligence économique ou l'activité d'intelligence économique soient noyés par un tas de pratiques et aussi par un tas de choses plus ou moins, je dirais, claires. Il faut que les pratiques soient labellisées en quelque sorte, pour reprendre les termes du général Pinatel, et parfaitement acceptées par les opérateurs sérieux. Voilà ce que je voulais vous dire à l'occasion de cette ouverture. Je vous remercie encore une fois pour l'invitation.